Elle défilait hier, droite et fière sur les Champs-Élysées. Le futur de l'armée française se décide aussi au Parlement, comme aujourd'hui au Sénat. Le débat est ouvert dans Bouge la France, tout autre chose avec le retour de la pudeur dans la société française. Les sondages le confirment, Bouge la France remet le haut et on discute l'économie avec ces nouveaux chantages de salariés désespérés après les séquestrations, les bonbonnes de gaz. Pierre Sled, Jean-Louis Gombault, c'est Bouge la France. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bonsoir Jean-Louis. Ce n'est pas sans une certaine émotion puisque c'est votre dernier Bouge la France nous allons de la saison, mais voilà définitivement même que l'on va partager. Donc on va parler aujourd'hui de cette nouvelle façon de protester de la part des sous-traitants automobiles. On l'a vu chez New Fabrice et maintenant c'est les ouvriers de Nortel qui fabriquent des composites, tout le matériel, téléphone, etc. Qui agitent la menace entre guillemets de faire exploser l'usine si les conditions de leur licenciement ne sont pas améliorées, voire réaménagées. Alors, ces nouvelles formes de lutte sociale, ça on l'a bien noté. On a vu qu'il y avait un cran dans la radicalité qui se passait. Pourquoi on arrive à ces extrémités-là? Alors, d'abord, il faut noter ces extrémités-là et les relativiser. Par exemple, sur la séquestration, actuellement, vous êtes sur un nombre de plans sociaux qui est de l'ordre de 200 par mois, ce qui est énorme. Et si vous comptabilisez l'ensemble des séquestrations depuis le début de l'année, on en est à une vingtaine. Là, effectivement, on a deux exemples extrêmes. Ce n'est quand même pas un phénomène, c'est un phénomène qu'il faut remarquer, qu'il faut noter, mais on n'est pas dans une étendue, dans une révolution anarchique totale dans les entreprises françaises. Et de même, sur ces deux questions que vous souleviez chez New Fabrice et également chez Nortel, avec menace d'explosion, menace d'ailleurs retirée chez Nortel il y a maintenant quelques heures. Vous utilisez la terminologie, c'était une menace médiatique, à des fins médiatiques. Alors c'est ça le centre de la question. En tout cas, des menaces de ce type, j'en ai recensé depuis l'an 2003. Chez Celatex, qui était à l'époque une filiale de Rhône-Poulenc, chez Daewoo également, et chez Duralex. Dans ces trois entreprises, c'était en 2000, 2002 et 2006. Dans ces trois entreprises, les salariés avaient menacé de déverser des produits chimiques dans les fleuves qui bordaient leurs entreprises pour les polluer complètement. Menace qui n'a jamais été mise dans les trois cas à exécution. Une fois, ils ont même fait semblant, mais en réalité, ils ne l'ont pas fait. Donc on est quand même dans quelque chose d'exceptionnel et de rarissime. Il s'agit effectivement d'alerter l'opinion par une menace qu'on pourrait qualifier d'extravagante. Est-ce que c'est un bon moyen quand même de négociation? Parce qu'apparemment ils ont plutôt obtenu au moins les entrevues qu'ils espéraient, les ouvriers de chez Nortel. Alors évidemment, ce qu'ils veulent, c'est de l'objectif. Quel est l'objectif de ces gens? Généralement, c'est un chèque. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a une montée de la radicalité parce qu'il y a une prise de conscience du caractère radical de la crise. Et par exemple, chez New Fabrice, ils disent on veut 30 000 euros, sinon on fait sauter l'usine. Chez Nortel, c'est 100 000 euros, sinon on fait sauter l'usine. Et avec marche arrière dans la matinée. Donc on veut une sorte de chèque de tout compte pour aborder le niveau de la crise. Et c'est vrai que dans des entreprises très connues, par exemple, vous prenez Continental, vous prenez Amora, vous prenez Caterpillar, ces entreprises sont très connues. Donc ces gens-là, s'ils font une action un peu violente, on parle d'eux. New Fabrice, personne ne connaît. Comment faire parler de soi quand personne ne vous connaît? Il y a 336 salariés, c'est pratiquement rien. Près de Châtellerault, au centre de la France, c'est inconnu au bataillon. Donc, en réalité, si vous voulez faire le 20h, si vous contentez simplement de bloquer l'usine, tout le monde va passer à côté. Donc, vous êtes amené dans une entreprise médiatique à faire l'extravagance. Attention, je vais faire sauter l'usine. À ce moment-là, arrêtez-moi, sinon je fais un malheur. Voilà. À ce moment-là, les caméras arrivent. Et enfin, vous passez aux 20h et vous pouvez dire à peu près ce que vous voulez et vous tirez la sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics. D'accord. Alors, Libération, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a 2 jours, titrait « L'été sera chaud ». Il parlait vraiment des conflits sociaux. Est-ce qu'on a un été caniculaire qui s'annonce? Alors, si on prend les plans sociaux, je disais tout à l'heure qu'on était au rythme de 200 plans sociaux par mois. Dans les années récentes, il y a à peu près 2003-2008, on était à 100 plans sociaux
par mois. Là, donc, on a monté d'un cran. Et on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Parce que, d'abord, les entreprises qui n'ont pas encore fait de plan social ont déjà tout essayé. On fait du chômage partiel, on fait un petit peu de formation, on se sépare des CDD, des intérimaires. Et comme la reprise économique ne vient toujours pas, il y a un moment où vous devez franchir le Rubicon. Donc, déjà, la Caisse des dépôts et consignations, nous en avions parlé ici même, disait que la rentrée en matière économique sera extrêmement difficile. Autrement dit, la question sociale va être extrêmement violente. Et alors, il se passe deux choses. Dans des grandes entreprises comme Continental, comme Ambora, Caterpillar, ce sont des entreprises multinationales, elles font un plan social, elles ont de l'argent. Elles ont de l'argent et, en tout cas, elles en ont encore un peu. Et donc, les salariés arrachent des conditions à peu près correctes, parce que c'est jamais, évidemment, agréable, mais à peu près correctes. Vous avez quand même des plans sociaux où des gens ont 75 000 €, ce qui n'est pas nul de toute façon. Dans les petites entreprises, qui ne sont pas chapeautées par des grands groupes, et qui sont, en fait, qui ont la clé sous la porte, elles n'ont rien. J'ai vu des plans sociaux où les gens avaient 2 000 €. Elles n'ont absolument. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir plein de petites PME qui ne peuvent rien faire pour les salariés quand on ferme l'entreprise. Ces salariés, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, ils savent que l'entreprise ne peut pas. Donc, ils veulent alerter les pouvoirs publics. Ou bien les gros clients. Par exemple, chez New Fabrice, on alerte PSA et on alerte Renault qui sont leurs donneurs d'ordre. On les alerte par une menace énorme, extravagante. On va faire péter l'usine. Donc, parce qu'ils savent que la boîte ne pourra pas verser des indemnités conséquentes. Donc, dans les petites, moyennes entreprises qui sont menacées, on risque d'avoir, dans les mois qui viennent, ce genre de mise en alerte parce que on est dans le désespoir et on veut que les pouvoirs publics soldent la situation. Merci beaucoup Jean-Louis, merci bien pour ces 5 ans passés avec vous et bonne chance pour la suite sur Public Sénat en ce qui vous concerne. On va passer à l'armée avec un budget qui est cadré sur les 4 prochaines années. Nicolas Sarkozy l'a promis, l'armée française de demain sera moins pléthorique et mieux équipée. C'est tout l'objet du projet de loi de programmation militaire en discussion aujourd'hui au Sénat. Sur le plateau de Bouge la France, Pierre Sled accueille Didier Boulot, le vice-président socialiste de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, et Jacques Gauthier, il est sénateur UMP des Hauts-de-Seine. Bonsoir à tous les deux. Alors, on rappelle que l'objectif de ce texte, c'est quand même de fixer les grandes orientations de la politique en matière de la défense pour les prochaines années, que vous examinez ça aujourd'hui. Il a déjà été adopté par l'Assemblée nationale. Alors, ça commence, et là je sais que le PS a beaucoup de remarques à faire, ça commence par une réduction des effectifs, alors qu'on dit on va donner des moyens à l'armée, on commence par réduire les effectifs. C'est pas un peu paradoxal? Ça serait paradoxal si on n'avait pas besoin effectivement de nos troupes en plus grand nombre à l'étranger, avec des projets, d'être capable de projeter 60 000 hommes, comme cela a été indiqué dans le livre blanc. Donc on peut s'interroger effectivement sur la réduction des effectifs au regard de ces ambitions promues par le livre blanc. Ces réductions d'effectifs, elles se font comment? C'est une sorte de restructuration? C'est parce que on les gérait mal, ces effectifs? Non, je crois d'abord qu'on répond à un constat, c'est l'évolution de la société dans le monde, des risques et des vulnérabilités. Et il n'est pas forcément nécessaire d'avoir énormément de militaires, en plus sous-équipés, si la menace ne correspond pas à ce besoin. Et la force de cette loi de programmation militaire, c'est pour la première fois de dire, par rapport à une situation internationale, à ce que nous pouvons attendre dans les années qui viennent, nous aurons un nouveau contrat opérationnel, 131 000 hommes pour l'armée de terre, 50 000 hommes pour l'armée de l'air, 44 000 hommes pour la marine, qui doivent nous permettre de répondre parfaitement aux missions que nous avons, aux partenariats et aux accords internationaux qui sont les autres, et par contre en faisant un effort supplémentaire pour les équiper avec des matériels modernes, adaptés, que nous n'avons pas forcément. Vous dites ça, c'est vraiment l'un des problèmes de l'armée française, d'être sous-équipée? Elle a souvent un matériel vieillissant, on le sait bien. Dans le passé, on a trop souvent affiché des lois de programmation militaire ambitieuses, des modèles d'armée 2015, avec beaucoup d'effectifs, beaucoup de moyens. Mais vous savez que la loi de programmation est confrontée chaque année à la loi de finances. Et chaque année, au niveau financier, on a tendance à serrer un petit peu le col et à réduire les budgets, repoussant d'autant des programmes dont nos armées ont besoin
on ne peut pas continuer d'attendre. Alors en ce qui concerne, je reste sur les effectifs, en ce qui concerne le rééquilibrage, si on a bien compris de ces effectifs, c'est vrai qu'on a une particularité française qui est en France, on a 60% des effectifs qui sont en fait de l'encadrement, du soutien, et 40% seulement qui est opérationnel. C'est ceux qui font le métier premier de l'armée, c'est de défendre la France sur le terrain. Alors c'est vrai quand on voit qu'il y a plus de gens qui encadrent que de gens qui sont opérationnels, on se dit il y a un problème qui est posé dans la mesure où en plus l'Angleterre c'est évidemment exactement le contraire. C'est 60% qui sont sur les fronts, entre guillemets, même si c'est pas la guerre tout le temps, et 40% qui les encadrent. Est-ce que, effectivement, c'est absurde comme situation ? On peut penser qu'effectivement, il y a sans doute à réorganiser les implantations, et là-dessus, je pense que nous ne le contestons pas, mais vous savez, les Anglais, dont vous dites qu'ils sont exactement proportion inverse de ce que nous faisons, sont aujourd'hui très inquiets quant aux moyens qui sont les leurs déployés en Afghanistan. Ils viennent de mesurer effectivement les difficultés qui sont les leurs et pourtant ils sont dans une proportion inverse. Donc on peut s'interroger de savoir si la solution qui est préconisée est la bonne. Moi, nous émettons quelques doutes en la matière. Mais je crois que le plus important, c'est qu'en ce moment, ce dont on débat, c'est pas une loi de programmation militaire. Ça porte le nom de loi de programmation militaire, mais en fait c'est une espèce de loi fourre-tout dans laquelle le gouvernement et en particulier... Voilà, c'est ça en fait. Une loi de programmation militaire, c'est tous les 5-6 ans, on a l'habitude, on en a voté une en 2002, dont l'exécution d'ailleurs a été catastrophique. Je rappelle le dérapage à peu près de la dernière loi, 11 milliards à peu près de dérapage. On s'est aperçu qu'on avait mis en place des tas de programmes dont la plupart n'ont pas été réalisés. On a même mis de l'argent pour lancer le deuxième porte-avions en construction, en réalisation avec nos partenaires britanniques, de l'argent qui pour l'instant est mis de côté puisqu'on sait très bien qu'on n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui. Donc je veux dire, c'est une loi de programmation qui a échoué et qui aujourd'hui porte à tort considérable à celle qui est en train de se mettre en place parce qu'en fait, il n'y a pas de... C'est peut-être justement l'occasion de rectifier ce qui a été... Oui, sauf qu'il n'y a pas de nouveauté dans les programmes de cette nouvelle loi de programmation militaire. Rien n'est nouveau, on fait simplement que d'étaler... Ne serait-ce que la nouvelle répartition, puis même il y a un gros effort qui est fait sur l'espace, sur la recherche. Oui, sauf qu'on continue d'étaler les programmes. Je veux dire, on a l'exemple, par exemple, du Rafale, dont le dernier va être livré, si j'ai bien lu le document, en 2036. Vous imaginez un peu. On s'y prend à l'avance. Voilà, on étale. Comment dit-on ? On pulvérise. Voilà. Oui. Je crois qu'on n'a pas beaucoup changé. Il n'y a pas de rupture en la matière. Vous comprendrez que je m'inscrive en faux avec ce que vient de dire mon collègue Boulot. Il est évident que lorsqu'on parle de loi de programmation militaire catastrophique, pour nous, la référence de ce qu'il ne faut pas faire, c'est la loi de 97-2002 qui a été un échec total où les crédits ont été annulés progressivement et où on n'a pas pu se doter des moyens dont nous aurions eu besoin et qui nous manquent aujourd'hui. La loi précédente a permis à 2% près de rattraper un certain nombre de ces retards. Il faut aller plus loin et vous savez que la volonté de l'État, c'est de porter le fer dans le niveau des équipements dont nos troupes ont besoin, on l'a vu en Afghanistan. Je voudrais aussi relativiser. Les projections, c'est 30 000 hommes et pas 60 000 hommes. Les opérations extérieures, c'est 13 000 hommes. Et l'Afghanistan, c'est environ 3 000 hommes. Donc nous sommes encore dans des enveloppes que nous maîtrisons. Ce qu'il faut par contre... Excusez-moi, mais 3 000 hommes, comment on arrive à envoyer 3 000 hommes? On est à 4 000 quand même. Oui, non, si on compte les opérations... Même si c'est 4 000, comment arrive-t-on à envoyer 4 000 hommes ou 3 000 hommes en Afghanistan qui sont sous-équipés? C'est quand même un problème. Si on n'arrive pas à équiper les seuls qui sont vraiment sur le terrain. Alors vous remarquerez qu'on a validé il y a un an les crash programmes qui ont permis de doter ces forces armées d'équipements supplémentaires qui leur faisaient défaut. Mais il faut toujours préparer la guerre que nous serons amenés à faire et pas celle d'hier. Le passé a montré que les Français regardaient souvent la guerre d'avant. C'est pas mal aussi de s'en occuper. Aujourd'hui, on se rend compte que nous faisons de gros efforts actuellement, avec l'arrivée d'hélicoptères Tigre en Afghanistan, avec l'arrivée des canons César, qui ont une allonge importante et qui vont permettre de soutenir avec une précision importante nos troupes sur le terrain, l'arrivée d'hélicoptères Caracal supplémentaires et l'arrivée de drones dont nous avions besoin et qui nous faisaient défaut par rapport notamment aux Américains et aux Canadiens sur le terrain. Oui, enfin, tous ces programmes dont mon collègue parle, c'est quand même tous des programmes qui sont aujourd'hui révisés à la baisse, qu'on les prenne dans l'ordre, les drones, l'équipement félin, dont on nous disait qu'il allait être fort utile en Afghanistan, on en réduit la cible, les hélicoptères Tigre également, les frégates, les missiles de croisière, tout ça est en réduction. C'est des programmes qui avaient été lancés, dont la cible aujourd'hui est réduite.
Les seuls programmes nouveaux, c'est la détection des tirs de missiles balistiques et des capacités de renseignement satellitaire. Il n'y a que ça de nouveau dans la loi de programmation militaire aujourd'hui. Tout le reste, c'est des opérations en glissement qui proviennent de la loi précédente. Il n'y a rien de nouveau. Mais je veux revenir quand même sur le fond de l'affaire. Quand je disais tout à l'heure que ce n'était pas une réelle loi de programmation militaire que nous débattons d'une loi fourre-tout dans laquelle on retrouve le livre blanc qu'on essaye de nous passer en douce, puisque le gouvernement, le gouvernement a refusé d'en débattre, et surtout de demander au Parlement de le voter. Donc c'est ça l'objectif premier, c'est de revoir l'ordonnance de 59 sur l'organisation de la défense, nous faire avaler la nouvelle stratégie en matière de défense et de sécurité nationale, voilà tout ça. La concentration des pouvoirs autour du président de la République, en fait c'est ça. Le reste c'est de l'habillage. On est là sur une loi de programmation militaire dont tout le monde s'accorde déjà à dire qu'en fonction du contexte économique, elle sera comme les autres et comme les précédentes en dérapage permanent. Je crois que c'est l'habillage, la loi de programmation militaire. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est tout ce qui est dans l'annexe. Ça, c'est important et c'est ce que nous contestons, parce que c'est un débat qu'on ne peut pas passer comme ça en quelques heures au travers d'une loi de programmation militaire. On aurait dû débattre de chacun des articles dans des projets de loi très distincts. Alors, si vous voulez, bien entendu, encore une fois, nous serons en désaccord. Je crois d'abord qu'au niveau des recettes qui vont être consacrées à cette loi de programmation et notamment aux équipements, l'État a voulu des recettes nouvelles. Vous savez qu'un tiers environ des économies dans le personnel et dans le fonctionnement lié au personnel, près de 2 milliards d'euros seront injectés sur 6 ans dans les équipements, que d'autre part la cession d'une partie du patrimoine dans le cadre de la réorganisation à Paris et dans les régions va dégager des sommes importantes et nous allons céder des fréquences hertziennes que nous utilisions sur des systèmes dits Ruby et Félin qui vont permettre d'être vendus à la télévision numérique. Cet ensemble représente 7 milliards d'euros supplémentaires. Pardon, j'ajouterai que mon collègue Boulot évoque les autres articles de la loi. Pardonnez-moi, c'est une modernisation naturelle. Pensez qu'actuellement, la DCNS, qui fabrique les bateaux, n'a pas le droit de créer une filiale si elle n'est pas majoritaire, c'est une absurdité. Continue à parler de sécurité intérieure et extérieure, alors qu'on voit bien qu'avec le terrorisme, la possibilité de micro-drones, la réponse est globale. Vigipirate, c'est des policiers et des militaires ensemble. C'est pas l'un ou l'autre. Il y a quand même des domaines où il y a peu d'évolution, et moi je pense notamment au domaine nucléaire, de la défense nucléaire, la dissuasion nucléaire. Il y a quand même des changements. Il y a des pays qui arrivent, qui sont des menaces qui ne représentaient pas il y a une dizaine d'années. Je pense à la Corée, je pense à l'Iran éventuellement, à d'autres, etc. Et nous, dans la programmation, là, bon, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas vraiment une ligne de plus. On sent qu'on ne s'est pas adapté à cette nouvelle donne. En faux, pardonnez-moi. Je crois que d'abord, c'est la confirmation du non-emploi de l'arme nucléaire. Et d'autre part, nous développons un certain nombre de matériels, ce qu'on appelle les têtes nucléaires océaniques ou aéroportées, les nouveaux missiles M51 avec plus d'allonge qui correspondent tout à fait aux besoins potentiels. Mais rappelez-vous que la France n'a pas vocation à tirer la première et que c'est donc une arme de dissuasion. C'est la dissuasion. Je crois que sur ce sujet, c'est un des rares points sur lesquels on est probablement presque en plein accord. Donc, je n'ai pas d'observation particulière à faire sur la question nucléaire avec mon collègue de l'UMP. Surtout ce qui est le renseignement. Là, en revanche, on nous dit que ça se développe. Il y a la liste de tous les risques qui sont répertoriés. Bon, on la connaît, cette liste. Là aussi, on a l'impression que le terrorisme n'évolue pas, quoi. Oui, alors vous verrez qu'il y a de gros crédits dans le domaine du renseignement, en amont, et aussi du traitement des communications contre les cyberattaques, mais aussi pour mieux connaître à travers une imagerie satellitaire l'évolution du terrain. Il y a là des programmes qui existent actuellement qui s'appellent Helios 2, qui vont devoir être remplacés par un programme sur lequel nous travaillons avec des partenaires européens. J'incite sur cette dimension européenne qui s'appelle MUSIS, qui doit permettre avec 3 satellites d'avoir une amélioration réelle de nos capacités d'anticipation à un moment où les Américains ont, eux, raté ce saut technologique. Nous serons donc, avec nos voisins européens, en avance à la fin des années 2015-2018 dans ce domaine. Et puis, il y a un effort important pour les personnels. Vous avez vu que le volet prévoit 700 recrutements. C'est à peu près un des rares endroits où on a des effectifs en plus dans le domaine du renseignement, notamment pour la DGSE. C'est vrai, sauf que la RGPP s'applique aussi au domaine du renseignement, et en particulier la DCRI ne va pas y échapper. Donc je veux dire, il y a à la fois une réorganisation du renseignement, et là-dessus je dois dire que nous avons
un point de vue qui est assez proche de ce qui a été réalisé au travers du Conseil national du renseignement, du coordonnateur du renseignement. Nous n'avons qu'un seul regret, c'est que ces nouvelles instances soient placées directement auprès du président de la République. C'est même très précisément... Oui, sauf que comment s'exerce le contrôle parlementaire dans ce cas-là? Où est passé le Premier ministre? Où est passé le ministre de la Défense, dont relève quand même la DGSE, aussi, si mes souvenirs sont exacts? Le Premier ministre a disparu de l'organigramme. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui a la coordination du renseignement. On peut quand même s'étonner de ce gouvernement bis, aujourd'hui installé 55 bis, rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est toujours la même logique. On est vers une extension du domaine réservé, et ça, nous le contestons. Nous ne contestons pas la mise en place d'un Conseil national du renseignement et d'une meilleure coordination du renseignement. Ce que nous contestons, c'est le fait que le président de la République, aujourd'hui, a accaparé l'ensemble des pouvoirs. Extension du domaine réservé, alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même un domaine dans lequel la nation, au travers du Parlement, pourrait avoir son mot à dire. Le retour de la France dans l'OTAN, est-ce qu'il a été programmé? Moi, je ne peux pas laisser passer cette partie-là avant d'arriver à l'OTAN. Il est évident que le président de la République, chef des armées, est nécessairement l'interlocuteur central dans le problème de la défense, mais que parallèlement, le Parlement a retrouvé c'était quand même une dérive institutionnelle. Le Parlement a retrouvé des pouvoirs à travers de l'autorisation d'envoi de troupes en opération extérieure et même le renouvellement ou le maintien de ces troupes, et que nous avons donc maintenant des pouvoirs complémentaires que nous n'avions pas. Quant à l'OTAN, nous avons signé ce retour dans le 39e comité. Je vous rappelle que nous étions dans 38 comités sur 40 et que nous avons maintenant la possibilité de peser sur le concept stratégique de l'OTAN, de voir les limites. Écoutez, nous allons avoir dans quelques jours le général Abrial, chef d'état-major de l'armée de l'air, qui prendra ses fonctions de patron à Norfolk. C'est là où va se décider les révisions du concept stratégique, mais aussi les limites que nous voulons à l'OTAN. On voudrait... Au niveau de la France, limiter l'OTAN comme on a su fixer des frontières à l'Europe. Il est temps d'agir, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Nous avons signé début avril. Vous savez, c'est si être à 100% dans l'OTAN, c'est mieux qu'être à 90%, parce qu'à 90%, on peut aussi penser qu'on pèse plus, parce que justement, on n'est pas d'accord avec tout. J'ai plutôt l'impression qu'au moins, on sera responsable des missions pour lesquelles on enverra des troupes sur le terrain, et c'est un pas nouveau. Oui, on rouvre le débat sur l'OTAN, qui est clos, puisque le président de la République a décidé de façon totalement unilatérale, sans même solliciter l'avis du Parlement, cette intégration dans le 39e comité. Oui, sauf qu'il y a dans la loi, il y a l'objectif, c'est justement obtenir une meilleure responsabilité, une meilleure répartition des rôles. C'est ce qu'on nous a dit. Le président de la République nous a dit, nous ne réintégrerons le 39e comité qu'à la garantie d'une révision du concept stratégique de l'OTAN. C'est que les Américains ne fassent pas tout ce qu'ils veulent et nous écoutent un petit peu. Et sous réserve que l'Union européenne mette en place une véritable politique européenne de sécurité et de défense dont on n'en voit pas le début du commencement. J'ajoute, pour montrer les résultats. Les premiers résultats sont intéressants. En Afghanistan, il y a deux missions. Il y a une mission américaine et une mission OTAN, à la tête de laquelle il y avait un seul et même général qui s'appelait le général McKiernan. Il vient d'être remplacé par la décision du président Obama. Après tout, il a parfaitement le droit de remplacer son chef d'état-major, sauf qu'il a remplacé le chef d'état-major également de la mission OTAN, sans que l'OTAN soit consultée. Ça veut dire, vous imaginez, si l'OTAN n'a pas été consultée, ce qu'il en a été de la vie de la France. Voilà des questions. C'est ça la véritable, le poids que nous pesons aujourd'hui dans l'édifice. Très bien, merci beaucoup à tous les deux et bon travail donc pour la suite. Merci bien. On va parler de la pudeur qui revient maintenant en vogue. Il y a 20 ans, elles enlevaient le haut. Aujourd'hui, la tendance, semble-t-il, s'inverse. La pudeur fait-elle son grand retour sur les plages et la société française? Pierre Sled accueille la juriste Marcella Yacoub. Elle est l'auteur d'une histoire de la pudeur publique. Bonsoir, ça s'appelle Par le trou de la serrure, une histoire de la pudeur publique 19e et du 19e au 21e siècle. C'est chez Fayard, le voici, on va vous le montrer mieux que cela. Le voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un récent sondage qui montre que 88% des femmes se revendiquent comme pudiques. Je parle des Françaises, 50% sont même dérangées par le monokini sur la plage. Alors, on trouve ça assez étonnant. Est-ce qu'on assiste vraiment à un retour un petit peu à des valeurs qu'on croyait maintenant définitivement évincées? Je connais pas très bien cette étude. Sondage IFOP qui est sorti. Mais je crois qu'il faudrait peut-être poser les questions d'une autre manière.
Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a eu depuis, en gros, la fin du 19e, pendant tout le 20e siècle, une volonté, si vous voulez, de faire de la nudité quelque chose de neutre, c'est-à-dire que la nudité peut être quelque chose de non sexuel ou de sexuel, enfin qu'il puisse être détaché, la nudité, de la sexualité. Ça, c'était une véritable bataille qui a été livrée à partir de la fin du 19e, et je crois qu'elle a été un bon parti gagné, en fait. Alors, la question, c'est... ça n'empêche, si vous voulez, qu'il y a des gens qui se positionnent différemment par rapport à ça. Une chose, c'est quelle est la manière dont la société, dans son ensemble, va réagir à ça. Est-ce qu'elle va permettre que les personnes aient une attitude à l'égard de la nudité qui soit neutre, enfin, qui puisse la détacher à la sexualité, ou pas? Est-ce qu'on va avoir une société pluraliste ou pas? Mais ce qui est amusant dans ce sondage, c'est de constater, parce que c'est développé ensuite, que les femmes qui ont 60 ans aujourd'hui, sont plus libérales, entre guillemets, tolèrent beaucoup plus de choses que les jeunes filles, notamment entre 18 et 24 ans, dont 25% s'avèrent très pudiques. Elles disent qu'elles sont très pudiques. Alors, on pense bien sûr à cette libéralisation des années 70, venant après 68, après mai 68. Est-ce que justement c'est un contre-coup, il n'y a pas un ressac en ce moment avec ces jeunes qui n'ont pas connu cette période-là et qui trouvent que peut-être dans beaucoup de domaines on est allé un peu loin? Je sais pas, parce que je suis pas sociologue, j'ai pas vraiment une capacité. Bon, je connais pas cette enquête et je sais pas comment elle a été faite, mais moi j'insiste, c'est possible. Enfin, ça c'est possible qu'il puisse arriver parce qu'il y a toujours des allers et des retours avec ces questions de mœurs. Mais moi j'insiste, ce qui est important, c'est que l'État, la loi n'impose pas à tout le monde une manière d'interpréter la nudité. Enfin, tu sais que par exemple, il y a eu aux États-Unis un véritable retour de la nudité comme étant quelque chose de lié à la sexualité, qui s'est opéré dans les années 90. Il y a eu beaucoup dans les tribunaux, tout d'un coup, la nudité qui était considérée comme quelque chose qui pouvait être ou sexuel ou pas, ça dépend les contextes. Pardon ? Qui était neutre. Qui pouvait, ça dépendait, c'est comme une sorte de signe qui pouvait être, on pouvait composer différentes phrases avec la nudité, pour ainsi dire. Mais les États-Unis ont quand même un rapport très bizarre avec la nudité, parce que le monokini, par exemple, est toujours interdit. Là-bas, il n'en a jamais été question. Oui, mais là, à partir des années 90, c'est allé plus loin parce que ils ont même, il y a eu des décisions de justice qui ont même interdit la nudité non obscène dans des endroits publics qui étaient fermés à la vue des gens qui passaient dans la rue. Hein. Ils sont allés tout d'un coup, la nudité est devenue quelque chose de véritablement beaucoup plus inquiétant qu'avant aux États-Unis. Personnellement, je ne crois pas que ça puisse arriver en Europe. Qu'il y a eu, je vous dis, ce travail autour de la désexualisation de la nudité est très ancien. Et voilà, je pense que ça impliquait un changement des mœurs, un changement dans le domaine de l'art, des spectacles, etc. Je ne crois pas que tout ça soit vraiment bousculé. Enfin, il se peut effectivement. J'ai lu vaguement ces rapports, et là il disait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas se montrer aussi pour des raisons esthétiques. Et je sais pas, il peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un petit peu la dictature de ce qu'on lit dans les journaux, des crèmes, de la supposée grosseur des femmes, etc. Et d'ailleurs, une grande partie, je crois que 50% d'entre eux n'aiment pas leur corps, donc ce qui est quand même révélateur. Mais ça, on peut pas le dissocier de l'appréciation qu'on a de la pudeur ou pas. Ah non, c'est différent de ne pas vouloir se montrer parce que on est gêné d'un point de vue sexuel, et d'autre part c'est parce qu'on est gêné d'un point de vue esthétique. Il y a des gens qui ne veulent pas montrer leurs jambes ou leurs épaules. Enfin, ça veut pas dire que ça n'a rien à voir avec quelque chose de sexuel. Pour revenir à l'aspect historique, il y a eu beaucoup d'évolutions au cours du XXe siècle, entre l'apparition du monokini, c'était dans les années 1929, le bikini, pardon, le maillot de 2 pièces. Ensuite, effectivement, le monokini. Est-ce que justement, on n'a pas gravi quantité d'échelons dans ce siècle qui a vraiment changé les choses dans le domaine de la pudeur, et on est maintenant entré dans une phase qui est peut-être plus prudente? Et ça,
Franchement, on ne pourrait pas se prononcer à partir de cette enquête. Moi, si vous voulez... Je parle pas d'enquête, je parle de manière générale. Le fait de gravir des échelons, quel que soit le domaine, d'ailleurs... parce que là, si vous voulez... À un moment donné, ça s'arrête. Est-ce qu'on allait trop loin dans la libéralisation? Je crois que la nudité, ça ne veut pas dire libéralisation sexuelle, en fait. Que la nudité... Je vous dis, c'est que le travail qui a été fait, c'est dire de séparer la nudité de la sexualité. C'est pas la même chose que de régler le comportement sexuel, la manière dont les gens entrent en contact sexuel les uns avec les autres. Ce qui s'est passé, c'est de dire, bon, être nu, ça veut pas dire être en situation sexuelle. Ça, c'est, comment dire, c'est presque comme transformer des codes langagiers, en fait. C'est pas pareil. Pourquoi a-t-on besoin de préciser ça alors que quand on remonte dans les siècles précédents et qu'on voit les tableaux de Lacroix et les autres qui peignaient des femmes nues, ça choquait personne. Il n'y avait pas systématiquement, il n'y avait pas de caractère sexuel qui était engagé dans chaque tableau. Ça, je sais pas, je serais pas très sûre de le dire. Ce qui est certain, c'est que effectivement, il y a eu à partir de la Révolution, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit deux sphères, la sphère publique et la sphère privée, et la sphère publique a été en quelque sorte interdite d'exhibition de la sexualité, y compris la nudité, la sexualité, etc. Alors, la question, j'insiste, c'est que moi j'insiste sur cette fête-là, que la nudité n'est pas sexuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que, à la fois, en ce moment, il y a un souci semble-t-il, selon cette enquête, pour la question de la nudité, comme une sorte de quelque chose de sexuel qui reviendrait. Et d'autre part, on veut interdire la burqa. Moi, je trouve ça, un peu paradoxal, c'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui fait que on ne veut pas que ils sont gênés parce qu'ils sont trop habillés, pas assez habillés. Enfin, il y a quelque chose avec la manière dont les femmes s'habillent qui est toujours problématique. Oui, vous parlez de la burqa justement. À quel point et à quel niveau intervient la religion? Moi, je crois que cette histoire de moi, je crois, tel que ça apparaît, cette mesure me semble vraiment une mesure liberticide. Ça a à voir. Au-delà du fait qu'ils disent que c'est pas une question religieuse, moi je crois que on peut pas interdire à quelqu'un de s'habiller comme il le veut. Enfin, c'est presque quelque chose de voilà. C'est ne serait-ce que pour ça. Enfin, on n'a pas. Je pense qu'un État démocratique n'a pas le droit d'obliger les gens à s'habiller. Comme d'une manière particulière en fait et voilà, du même coup moi je trouve aussi contradictoire l'argument que l'on donne pour interdire la burqa, c'est de dire que c'est une forme d'esclave, ça montre la domination des femmes ou qu'elles sont pas consentantes, etc. Mais alors du même coup il faudrait l'interdire aussi en espace privé parce que c'est une forme de violence, il faudrait l'interdire partout. Moi je crois que c'est le fait de porter burqa ou le monokini, etc. sont de partie d'une forme d'expression, en fait. Moi, je pense qu'il faudrait les considérer comme un acte d'expression. Et une société démocratique doit permettre les formes d'expression les plus plurielles, en fait, qui va de la nudité à la burqa. Enfin, c'est... Très bien, merci beaucoup Marcella Yacoub. Par le trou de la serrure, une histoire de la pudeur publique, c'est aux éditions Fayard. Vous l'avez à l'antenne. Merci beaucoup. C'est la fin de Bouge la France. Vous allez retrouver dans un instant Jeu de dames avec pour invité Maud Fontenoy et Jean-Claude Mailly. C'était Orséline Rousseau qui réalisait cette émission. Pierre-Henri Gergogne était rédacteur en chef. Marie Billon et Oriane Mancini à qui l'on souhaite également de bonnes vacances puisque c'était son dernier Bouge la France. C'est le dernier Bouge la France de tout le monde les jours après l'autre. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. On vous retrouve demain soir à 22h. Au revoir. Le dernier Solzhenitsyn vient de passer clandestinement à l'ouest et de sortir en russe à Paris. En 1973, la publication de l'archipel du Goulag fait l'effet d'un électrochoc en Occident. Mais comment le manuscrit d'Alexandre Solzhenitsyn a-t-il pu échapper au KGB et franchir le rideau de fer? Il ne fallait pas prononcer à haute voix le nom des gens. On pouvait être sur écoute. Nous ne devions parler à personne de ce que nous faisions avec lui. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avions un cercle très étroit de personnes de confiance, ceux que j'appelais les invisibles. Ce
Ce documentaire inédit retrace l'épopée du manuscrit et de tous ceux qui ont contribué à le faire exister. Je me rendais compte de la puissance de ce livre. Une puissance que le pouvoir communiste ne pouvait vaincre en aucun cas. Mais comment les choses allaient se passer, ça je n'en savais rien. L'histoire secrète de l'archipel du Goulag, un documentaire de Jean Crépu et Nicolas Miletich. Au début de l'année, les départements d'outre-mer se sont soulevés contre la vie chère et les inégalités. Une crise sociale doublée d'une crise d'identité. Quelques mois plus tard, une dizaine de sénateurs s'est rendue sur place, de la Réunion à la Guadeloupe, de la Martinique à la Guyane, pour mieux comprendre la réalité de ces îlots de la République. Les îlots de la République, un documentaire de Pierre Bonjoseph. La loi sur le voile a été adoptée il y a 5 ans. Comment s'applique-t-elle? Les écoles musulmanes se sont-elles développées? Reportage dans les lycées. C'est une partie de notre foi, donc ça fait mal au cœur quand on le retire. Nous irons aussi en Angleterre à la rencontre des enfants qui étudient le Coran dans les madrasas. Je mets mon foulard car il faut avoir la tête couverte quand on lit le Coran. La laïcité en question, c'est dans Enjeux d'avenir sur Public Sénat. Invitée de jeu de dames, Maude Fontenoy. L'UNESCO vient de la nommer ambassadrice des océans. Une fondation des livres écolos sur la terre ferme, elle continue de naviguer pour défendre la mer. Les Français sont-ils enfin prêts à vivre en vert? Et tout de suite, Jean-Claude Mailly, un air de prof et une âme de syndicaliste. Mais face à la crise, aux réformes tous azimuts, les syndicats ont-ils encore la main? Le secrétaire général de Force ouvrière répond à Perrine Tarnot, Hélène Risser et Sonia Mabrouk. Jean-Claude Mailly, bonjour. On va parler bien sûr des journées d'action syndicale à venir, mais juste un petit mot, un air de prof et une âme de syndicaliste, ça vous convient comme portrait? Ouais, c'est pas mal. J'ai été prof quand j'étais jeune, maître auxiliaire. C'est un métier que j'aimais bien, un syndicaliste je le suis, donc ouais, c'est pas mal. Ça vous plaît? Bon, bah tant mieux, alors ça commence bien. La journée d'action du 26 mai, lancée par tous les syndicats, a été perçue comme un échec. Que faut-il faire pour que celles à venir soient un succès, selon vous? Écoutez, je crois qu'on arrive aux limites d'un exercice, ce que Force ouvrière explique depuis plusieurs semaines. On ne peut pas demander aux salariés de descendre de manière régulière tous les mois ou tous les mois et demi dans la rue, surtout si ça n'a pas de résultat. Donc on arrive à une forme qui est d'usure de ce type de mouvement. Donc ça va échouer alors? Ouais, je sais pas, mais on verra le 13. Mais en tout l'état de cause, à un moment donné, c'est l'unité d'action entre les organisations syndicales, c'est un outil, c'est pour obtenir satisfaction. Donc pour obtenir satisfaction, si des manifs ça va pas, nous on pense qu'il faut monter un cran au-dessus. Alors justement, vous pensez qu'il faut monter un cran au-dessus. D'ailleurs, vous avez proposé une grève générale de 24 heures, publique et privée, qui a été rejetée par tout le monde. Apparemment, votre volonté de radicaliser le mouvement, ça n'a pas pris. Oui, enfin, ce que nous avons proposé, effectivement, à partir du moment où on fait des manifestations, au mois de janvier, ça a très bien marché, au mois de mars, ça a très bien marché, 1er mai, bien par rapport à un 1er mai, mais un peu moins que le 19 mars, je crois que la réaliste, c'est de se poser la question sur l'efficacité de ce type de manifestation. Et donc nous, on dit, si le gouvernement ne bouge pas et le patronat non plus, montons d'un cran, c'est effectivement, si l'ensemble des syndicats appelés à une journée de grève dans le public et dans le privé, si ça marchait, pour que ça marche, faut que la quasi-totalité ou la totalité des syndicats appellent. Si le gouvernement ne répond... Bah non, pour le moment, non. D'autres organisations refusent, notamment la CFDT et la CGT. Mais alors, si cet essoufflement, est-ce que c'est la marque finalement on arrive à la fin de cette unité syndicale? Est-ce que vous arrivez au bout d'un chemin commun, une unité qui était peut-être trop à minima? Non, ce qui est clair, c'est qu'on va pas user des baskets pour prendre une image du mois de janvier au mois de juin. Oui, mais si après, ça prend pas. Oui, mais attendez, et après on va dire, attendez, mois de juillet, août, on va mettre les tongs, parce que c'est beaucoup mieux, et puis on reprendra des baskets au mois de septembre. Non, ça peut pas marcher. À un moment donné, il va falloir qu'on se décide. Cet été, Force ouvrière prendra ses responsabilités comme d'autres, parce qu'il va y avoir des boîtes qui vont être en difficulté ou pas. Et puis à la rentrée, nous verrons en fonction du contexte. Pardon, prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi? Quand j'y prends ses responsabilités, c'est que on s'attend malheureusement, y compris
compris pendant l'été, à ce qu'il y ait des problèmes de plans sociaux dans des entreprises. Donc on appuiera et on aidera les salariés comme on le fait aujourd'hui, quand ils seront confrontés à ce type de situation. Jean-Claude, mais quand même, on a du mal à comprendre. Expliquez-nous ce paradoxe. Les grandes organisations syndicales n'ont cessé d'appeler à manifester, quel que soit le type de mobilisation qu'ils préconisent. Aujourd'hui, la crise est forte, le chômage est important et pourtant, les gens, ils sont de moins en moins mobilisés dans la rue. Oui, mais je peux comprendre ça. À un moment donné, vous pouvez pas demander aux salariés qui vont manifester une journée, une deuxième journée, une troisième journée, s'il n'y a pas de résultats concrets, tangibles, par rapport, les résultats viennent de la part du gouvernement et du patronat. Envisager qu'ils puissent être tout simplement parfois satisfaits de la politique actuelle? Oui, non, attendez, non. Non, tout simplement parce que quand on est dans une situation de crise, il y a un élément qui est très important dans cette situation de crise depuis que la crise est là, c'est un très fort sentiment d'injustice qui s'est développé. Et ça traverse les salariés et au-delà des salariés. En gros, c'est quand il faut sortir des milliards d'euros ou en garantie ou en aide aux banques et aux entreprises, y compris en une nuit, le gouvernement peut trouver 1 ou 2 milliards. Et quand on demande quelque chose pour les salariés, c'est la croix et la bannière. Donc c'est ça ce sentiment d'injustice. Il est profond. Donc il est du rôle des organisations syndicales d'obtenir satisfaction sur des revendications clés, et ce qui n'est pas le cas pour le moment. Alors non seulement les Français ne descendent pas dans la rue, en tout cas pas en nombre, mais en plus ils ne vont pas voter. Il y a eu une forte abstention sur les élections européennes le week-end dernier. Est-ce que cette démobilisation vous inquiète? Est-ce que c'est le signe d'une grande dépression sociale? Attendez, les élections européennes, c'est pas la première fois, malheureusement, qu'il y a un taux de participation faible ou un taux d'abstention fort. C'est la première fois dans un tel contexte économique et social. Oui, mais à quoi c'est dû? Je dis pas que j'ai la réponse 100% toute faite, mais il y a au moins 2 éléments qui, selon moi, doivent jouer. C'est que l'Europe apparaît, c'est pas vrai que pour les Français d'ailleurs, c'est vrai dans les autres pays, comme quelque chose de très loin. Les gouvernements successifs ont une responsabilité, à savoir qu'ils n'ont pas expliqué qu'ils avaient transféré tel ou tel type de responsabilité. Vous savez, pour un gouvernement ou une majorité quelle qu'elle soit, de dire votez pour nous à l'occasion des présidentielles ou des législatives, mais on vous prévient, on a moins de pouvoir qu'avant, ils le disent pas trop, quoi. Donc l'Europe apparaît comme étant lointaine, compliquée, lointaine, premier élément. Deuxième élément, dans le cas de notre pays, je pense aussi que le seul débat de fond qu'on ait eu sur les questions européennes, c'était en 2005 au moment du référendum, où on peut dire il y a eu un débat de fond. Après, les choses se sont faites non plus par référendum, mais se sont faites par vote parlementaire. En gros, vous avez pris vos responsabilités. Pardonnez-moi la vulgarité de mes propos, mais démerdez-vous, quoi. Ouais. Bon, c'est un peu tout ça, je crois, le vote européen. Jean-Claude, mais quand même, on revient un moment sur l'abstention. Record, avant le scrutin, François Chérèque, le secrétaire général de CFDT, avait appelé les salariés à voter sans consigne de vote particulière, mais on vous a pas entendu sur ce point. Pourquoi? Non, il appartient aux citoyens de faire leur choix, où ils votent ou ils ne votent pas. Bon, la démocratie, c'est le droit de vote, c'est pas uniquement le droit de vote, mais c'est un des éléments de la démocratie. Maintenant, on va quand même pas contraindre. Votre rôle d'appeler à voter tout simplement pour changer les choses. Non, la répartition et le rôle des uns et des autres, il appartient à chaque citoyen de se déterminer s'il veut s'abstenir ou pas. Elle vous inquiète cette abstention? Elle n'est pas nouvelle en même temps, mais en tous les cas, ça devrait faire réfléchir les responsables politiques en France ou ailleurs sur pourquoi il y a un très fort taux d'abstention. Donc ça devrait dire qu'il doit y avoir de vrais débats sur la question européenne. Écoutez, il y a 10 jours, on était réunis l'ensemble des syndicats européens à Paris. Ça s'appelle la Confédération européenne des syndicats, avec des positions assez fermes sur la construction européenne, les critiques que nous portons sur les modalités. Ces questions-là doivent être posées aujourd'hui. Or, elles ne le sont pas. Alors, sur le Parti socialiste, vous avez votre carte, je crois, depuis de longues années au Parti socialiste. Comment expliquez-vous l'échec du PS? Moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Oui, c'est vrai, je ne l'ai jamais caché. Je n'y suis pas militant parce que le FO, c'est une organisation indépendante, donc chacun peut être libre, mais ça m'empêche pas d'être critique, y compris quand le Parti socialiste est au pouvoir. Maintenant, je pense que c'est aussi une question de responsabilité des uns ou des autres, mais je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là, aux responsables du Parti socialiste de gérer leurs problèmes. Mais d'une façon générale, au niveau européen, c'est quand même un échec idéologique de la gauche, de la social-démocratie dans son ensemble, non? En tous les cas, on constate un renforcement au Parlement européen de ce qui sera le PPE, le Parti populaire européen. Donc ça, c'est un fait. On verra ce que ça donnera sur tous les projets qui vont être importants, qui vont être examinés au Parlement européen. Je pense à la directive temps de travail qui va revenir sur les services, etc. On verra comment les uns et les autres se comporteront. Et de ces élections, Jean-Claude Mailly, il y a un parti qui est sorti renforcé en France, c'est le parti majoritaire. Et donc le président de la République, il a aujourd'hui, il a dit lui-même, plus de latitude pour aller plus loin, pour continuer ses réformes.
réforme et donc face à vous, forcément, vous êtes un peu plus affaibli pour défendre vos revendications. C'est un fait. Non, pas du tout. Je ne me sens pas du tout affaibli. Je ne mélange pas les choses. Vous savez, c'est bien comprendre que... Mais lui, que... il est renforcé. Oui, non, ça, il peut penser ce qu'il veut, c'est sa liberté. Ceci étant, il faut bien comprendre que quand vous avez un taux d'abstention de 60%, quels que soient les résultats d'élection, ça relativise ce type, l'analyse qu'on peut en faire. Moi, je ne fais pas l'assimilation entre la réaction des salariés, par exemple, dans la situation de crise et le vote. On peut dire tout ce qu'on veut, à la limite, on peut dire c'est la même chose. Donc, je ne fais pas cette assimilation. Maintenant, il est clair que dans la situation de crise que nous traversons, il y a à la fois, mais on en a discuté en début de semaine avec le président de la République, il y a à la fois les mesures d'urgence à prendre et il y a aussi les mesures les changements de fond qu'il faut mettre en place, donc y compris dans notre pays, que l'on doit discuter dès maintenant. Si on ne veut pas qu'à un moment donné, en sortie de crise, dont personne ne sait quand elle interviendra, on se retrouve dans la même situation. Donc, et pour le moment, sur ces réformes de fond, on n'a pas de visibilité. En tous les cas, la catastrophe, ce serait que le président de la République... annoncé ouvert de nouveaux chantiers lundi autour de la table à l'Élysée. Non, lundi, c'était essentiellement sur les questions internationales. Il doit faire un discours devant l'Organisation internationale du travail lundi, c'est un élément important. On doit se revoir début juillet sur les questions franco-françaises. Le calendrier pour l'instant reste le même. Ouais, début juillet pour le revoir sur les questions franco-françaises. Ce qui m'a d'ailleurs dit début juillet c'est bien gentil, mais le SMIC ça augmente avant. Donc j'étais le seul d'ailleurs à poser hier la question du SMIC. Et là on a un désaccord avec le président de la République. C'est pas le seul, mais c'est un des désaccords que l'on a fondamentalement avec lui. Il ne veut pas de coup de pouce supplémentaire pour le SMIC, ce que vous réclamez, et vous n'avez pas été entendu. Pour le moment on n'est pas entendu. Et vous allez faire quoi alors? Attendez, ça sera une des expressions le 13 juin. Mais je pense que c'est une double erreur de ne pas donner un coup de pouce au SMIC. Il faut bien se comprendre. C'est une question d'analyse économique. Ça part d'un soutien à la consommation. C'est le SMIC. Mais quand le SMIC augmente, ça déclenche toute une série de négociations derrière. Il n'y a pas que le SMIC. Deuxième élément, c'est une question de justice sociale. Ce que je disais tout à l'heure. Donc, ne pas y répondre, c'est rester figé sur les recettes du passé. Celles que, par ailleurs, il nous dit vouloir remettre en cause au niveau international. Là, il y a une contradiction depuis le début. Un mot quand même, Jean-Claude Maillet, puisque vous l'avez rencontré, sur Nicolas Sarkozy. Il le dit lui-même, comme vous le dites, mais en tous les cas, il semble renforcé. Comment vous l'avez trouvé, tout simplement? Détendu. Il n'a pas du tout abordé la question européenne, par exemple, la question des élections, etc. C'était le lendemain, pourtant, du résultat. Oui. Ça n'a pas du tout été abordé. On est resté sur les questions internationales. Et moi, j'ai abordé un point ou deux de questions nationales. Mais non, on n'a pas du tout abordé la question européenne. Mais je l'ai trouvé détendu et assez déterminé. J'espère que ce sera confirmé lundi prochain sur les questions européennes. Internationales. Et Brice Hortefeux, qui a été élu à sa grande surprise député européen, va finalement rester au gouvernement. C'est une bonne nouvelle pour vous, les syndicats? C'est pas nous qui choisissons le ministre du Travail, quel qu'il soit. Donc je veux pas rentrer. Non, mais attendez, je veux pas rentrer là-dedans. Il est très politique, Brice Hortefeux. J'aimerais bien qu'il travaille un peu plus ses dossiers. J'aimerais bien qu'il travaille un peu plus ses dossiers. Il est très politique. Vous ne connaissez pas bien ses dossiers? Pas encore. Pas encore. Moins que Xavier Bertrand. Ouais, il est plus politique. Je dis pas qu'il veut pas, mais il faut qu'il rentre plus dans les dossiers. Quand on est ministre du Travail, je suis désolé, mais il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Vous lui avez trouvé des faiblesses sur quel dossier, par exemple? Non, mais il a plus un raisonnement qui est un raisonnement politique. Sur les forces en présence, etc., que de rentrer dans des dossiers, concrètement, à un moment donné, un dossier quel qu'il soit dans le domaine du travail, il y a une part de technicité, on lui demande pas d'être un technicien, mais une part de technicité, là, il a encore un effort à faire. Alors, pour revenir à la rencontre avec Nicolas Sarkozy, lundi, vous avez donc évoqué son intervention sur les questions internationales, donc il vous a demandé conseil, si j'ai bien compris. Quel message avez-vous fait passer et avez-vous été entendu? Le message que je lui ai fait passer lundi, c'est de dire que l'Organisation internationale du travail, qui est une organisation des Nations Unies, mais c'est la seule organisation compétente sur les questions sociales. Il n'y en a pas d'autre. C'est une organisation, il faut le savoir, qui est tripartite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, qui sont représentés. Force ouvrière siège au conseil d'administration du Bureau international du travail au titre des travailleurs français, par exemple. Donc je lui ai notamment demandé deux choses. Que dans son discours, il renforce la légitimité de l'Organisation internationale du travail sur toutes les questions sociales au niveau international. Que par exemple, il va y avoir des réunions à venir du G20, des grands pays, que sur les questions sociales, ce soit l'OIT qui soit amené à vos propositions sur ce point. Là-dessus, il a été ouvert. Bon, on verra ce que ça donnera lundi prochain. Deuxième élément, qui est un élément clé, c'est que quand le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce ou la Banque mondiale, qui sont des organismes financiers ou commerciaux, interviennent dans un pays ou dans des négociations, il y a une obligation
que l'Organisation internationale du travail, on lui demande son avis sur, par exemple, dans tel pays, est-ce que les normes fondamentales du travail sont respectées? Et si elles ne sont pas respectées, qu'on en fasse une condition. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des normes financières et qu'il n'y ait pas des normes sociales qui aient un poids plus important. Je l'ai senti, je le dis clairement, ouvert là-dessus aussi. Alors on verra si donc ce qu'on appelle nous dans notre jargon la conditionnalité plus la légitimité, si ça fera partie de son discours lundi prochain. Jean-Claude Maillet, en ce moment, le Parlement prend beaucoup d'initiatives en matière sociale. Je pense à l'amendement Lefebvre sur le télétravail, qui a été repoussé, mais également à la proposition de loi sur le prêt de main-d'œuvre ou encore le travail sur le dimanche. Est-ce que vous estimez que les syndicats sont suffisamment consultés par les parlementaires? Est-ce que ça vous gêne? Oui, mais attendez, il faut bien comprendre que le Parlement et ses responsabilités, je ne le mets pas ça en cause en démocratie, sauf qu'il y a une loi qui a été adoptée en 2007, donc du temps du président de la République précédent, qui prévoit certaines étapes indispensables. Que, du côté des pouvoirs publics, si le gouvernement envisage telle ou telle disposition, il est obligé de consulter ou de faire ouvrir une négociation. Et elles ne sont pas respectées aujourd'hui, ces étapes ? Par le gouvernement, étapes c'est à peu près respecté, tandis que quand le Parlement intervient, écoutez, quand Monsieur Lefebvre a fait son amendement, il a dû se réveiller un matin en se rasant, il dit tiens, je vais faire un amendement, mais personne n'en a parlé avant, qui était stupide. Moi, je l'ai dit clairement. On va dire continue comme ça, demain on va faire travailler les morts, quoi. Donc c'était bon, le truc est tombé à l'eau. Maintenant, je ne comprends pas comment on peut arriver à avoir ce type d'idée, quoi. C'est quelque chose, bon. Et à partir du moment où le Parlement prend des initiatives, la moindre des choses en démocratie, c'est qu'il n'a pas la science infuse. Donc il devrait, au minimum, consulter les organisations syndicales pour avoir leur avis, ce qui n'a pas été fait. Alors, vous avez des relations assez tendues, et vous êtes très critique vis-à-vis de Frédéric Lefebvre. Nicolas Sarkozy, lui, en revanche, vous consulte. Il a une politique d'ouverture, de consultation vis-à-vis des syndicats depuis qu'il est élu. Mais est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'avec cette consultation, il ne vous piège pas quelque part et il ne vous coupe pas un peu les ailes dans votre volonté, à certains moments, de le critiquer? Non, je suis tout à fait libre, vous savez. Non. Alors là, non. Alors là, vous n'êtes pas piégé par cette technique de communication de Nicolas Sarkozy? Ah, mais je ne dis pas qu'il est pas bon en communication. Ça, c'est autre chose. Vis-à-vis de vous, non? Vous n'êtes pas, non? Vous faites être reçu, ça? Oh non, ça me fait pas gonfler la tête. Alors, pas plus lui qu'un autre. Attendez, moi, quand je suis secrétaire général, Nicolas Sarkozy? Oui, ça peut arriver, bien sûr. Mais quand je suis secrétaire général de Force ouvrière, c'est pas un homme seul. Je suis pas patron d'une holding. Moi, j'ai un mandat, etc. Ça ne m'a pas empêché hier, même si je l'ai senti ouvert sur les questions internationales, de lui dire clairement devant tout le monde que j'avais un désaccord de fond avec lui, par exemple sur la question du SMIC. Donc non, il n'y a pas de. Vous savez, le rôle d'une organisation syndicale. Moi, ça me révulse toujours quand j'entends le Premier ministre, voire le Président de la République, dire « Ah, vous êtes des syndicats responsables ». Qu'est-ce que ça veut dire d'être des syndicats responsables? Gentil, peut-être. Ah oui, non, mais attendez, moi je marche pas. Moi, je considère quand on fait une proposition d'appeler à la grève, je me sens très responsable. Donc on n'a pas obligatoirement la même conception de la responsabilité. Mais chacun est dans son rôle. Il est Président de la République, plus haut poste dans notre République, c'est important, je respecte la fonction. Maintenant, si on n'est pas d'accord, ça ne me gêne en aucune manière de lui dire et il le sait. Jean-Claude Maillet, on va parler aussi de ce qui se passe en France, de l'aspect économique. On le voit dans le cadre continental, les salariés ont obtenu une indemnité de 50 000 € par employé. D'ailleurs, ils l'ont dit, ils sont satisfaits. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, les entreprises vont pouvoir acheter la paix sociale à coût d'indemnité? Non, c'est pas comme ça que je poserai la question. Par contre, il y a un vrai phénomène aujourd'hui, avec des problèmes d'ailleurs. Quand on est confronté à ou une fermeture d'entreprise ou un plan social, premier réflexe, c'est de dire non, on refuse des suppressions d'emplois et on se bat pour l'emploi. Là, très vite, ça devient de la part des salariés. Il y a un vrai problème de confiance des salariés, non pas par rapport aux syndicats, mais un problème de confiance par rapport aux entreprises. C'est de dire oui, mais dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? On n'a plus confiance, donc on veut pouvoir avoir tout de suite le maximum d'indemnités possible. On ne pense plus au maintien de l'emploi, on pense d'abord aux indemnités qu'on peut avoir. Oui, parce qu'il y a une perte de confiance vis-à-vis des entreprises. Ouais, il y a une perte de confiance vis-à-vis des entreprises. On est en train de nous bananer, quoi, d'une certaine manière. Donc, et ce qu'on fait, on négocie, bien entendu. Je vais prendre un exemple. Dans tous les cas dont on a parlé publiquement, donc c'est des grosses entreprises. L'un des réflexes syndicaux, c'est de les regarder, par exemple, quels sont les salariés qui ont 56, 57 ans. Donc, qui malheureusement, dans la situation actuelle, s'ils perdent leur boulot, ils n'en retrouveront pas. Donc, on regarde entre l'assurance chômage, le montant des indemnités pour qu'ils soient couverts jusqu'à 60 ans. Ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle des pré-retraites. Mais là où il y a un problème, c'est que dans les grandes entreprises, où il y a une certaine situation financière, on peut négocier ça.
C'est le cas de Continental, c'est le cas de 3M, c'est le cas d'autres entreprises, sauf qu'il y a une vraie discrimination par rapport aux salariés des PME qui peuvent avoir des difficultés, et là on n'est pas en situation de négocier. C'est pour ça que par exemple, nous réclamons, au moins pendant la période de crise, je dis pas que ça doit être de manière permanente, mais qu'on remette en place un système de pré-retraite. Je vais même plus loin, puisque quelles sont les deux catégories, si on reste sur le problème de l'âge, les deux catégories les plus ciblées en ce moment, qui sont le plus confrontés au problème, c'est ceux qu'on appelle les seniors, politiquement corrects, enfin les salariés les plus âgés, et les jeunes. Eh bien, pourquoi ne pas imaginer des systèmes qui font que, à partir du moment où il y a un système de pré-retraite, eh ben, il y ait de l'embauche de jeunes, ou si quelqu'un qui est près de la retraite fait du tutorat, par exemple, il y a une obligation d'embaucher des jeunes. Système sur le temps de la crise, là. Oui, sur le temps de la crise. Pourquoi ne pas... On parle de beaucoup de choses, mais ça, c'est quelque chose de concret, par exemple. Hein, c'est à la fois permettre à ceux qui pourraient partir d'être couverts matériellement jusqu'à l'âge de la retraite, y compris s'ils font du tutorat, par exemple, et en contrepartie à des jeunes d'être embauchés. Alors, on a parlé des différences entre les grandes entreprises et les petites. Il y a aussi celle entre les secteurs en perte de vitesse, hein, comme l'automobile, les pneus aussi, dont on a beaucoup parlé, qui sont soutenus, parfois portés à bout de bras par des aides publiques. Est-ce que ces aides, ces initiatives en faveur de ces secteurs ne peuvent pas, on va dire, démobiliser des ressources vers d'autres secteurs dans lesquels il faudrait investir, qui sont porteurs d'avenir, comme par exemple tout ce qui est économie verte, etc. Oui, bien entendu, parce que là, il y a un problème de manne budgétaire, je dirais, et d'utilisation budgétaire. Maintenant, mais souvent, les syndicats défendent les postes qui existent. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi défendre ceux qui vont penser à ceux qui vont se créer demain? Oui, mais c'est les deux. Mais attendez, l'industrie automobile, qui est une industrie importante, non seulement par ses emplois, mais aussi même les véhicules automobiles, les véhicules verts, ça va. Il y a déjà des choses qui sont faites et il y a beaucoup d'investissements à faire. Mais je dirais ça pose le problème de quelle stratégie industrielle de la part des pouvoirs publics, avec quels moyens. Or, pour le moment, force est de constater que le fonds de stratégie industrielle, il a quand même des moyens relativement limités, et c'est sur les deux tableaux qu'il faudrait porter l'effort aujourd'hui. À la fois sur la filière automobile, pas simplement les constructeurs, mais il y a aussi les sous-traitants. Il ne faut pas les oublier, parce qu'il y a eu transfert de risque des constructeurs vers les sous-traitants, mais également sur les nouveaux investissements, les nouveaux secteurs. C'est de la formation, c'est de l'investissement, c'est les deux qui sont nécessaires. En ce moment, il y a un projet de redéfinition du PIB, du produit intérieur brut, notamment en incluant des indicateurs de développement durable, d'empreinte écologique dedans. Est-ce que vous êtes pour ce genre de mesures? Attendez, on peut y réfléchir. Tout le problème, je ne suis pas contre qu'il y ait des modifications en la matière. Le problème, c'est aussi que ça sert de référence internationale. Donc, si les critères changent, il faut qu'ils changent partout, si l'on veut faire des comparaisons. Maintenant, on peut introduire des critères différents, comme des critères de développement durable. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne pourra jamais, et tant mieux d'ailleurs, mettre en équation le comportement humain. Et fort heureusement, parce que ce serait inquiétant. Maintenant qu'on intègre de nouveaux critères à côté du PIB existant, ce que, si j'ai bien compris, propose la commission Stiglitz, etc., oui. Ce sont des pistes à regarder, oui. Jean-Claude Maillet, on a parlé des pertes d'emplois dans les entreprises, mais on l'a vu en France, même si le chômage est fort, la progression est moins importante ailleurs aussi. Ça commence en Espagne et même aux États-Unis. Est-ce que vous voyez, vous, là, les premiers bourgeons de la reprise? Je suis beaucoup plus prudent que ça. Je crois, et d'ailleurs moi je reconnais là-dessus au président de la République, au moins quand on discute avec lui, qu'il a l'honnêteté de dire qu'on ne sait pas. Personne ne peut dire aujourd'hui, attendez, on est au fond du tonneau, ça va redémarrer. Certains disent, attendez, la chute elle existe encore, mais elle est moins forte, peut-être. Personne ne sait comment, dans les semaines et les mois à venir, la situation va évoluer au plan international. On peut considérer que la France est un peu moins touchée que d'autres pays. Mais pourquoi? C'est ce qu'on appelle nos systèmes d'amortisseurs sociaux. C'est ça qui joue, service public, protection sociale, etc. Mais justement, moi je pense qu'il y a les situations d'urgence en termes d'emploi, de chômage, de formation, de pouvoir d'achat. Ça, c'est l'urgence. Mais je pense qu'il faut dès aujourd'hui commencer à discuter des questions de fond. Quelles réformes structurelles, mais des vraies réformes, pas des contre-réformes sur le plan social. Par exemple, nous, on est demandeurs d'une vraie réforme fiscale dans notre pays. Mais c'est maintenant qu'il faut en discuter. Il ne faut pas attendre la sortie de crise, parce que sinon, tout change pour que rien ne change. D'accord, donc beaucoup de sujets sur la table. Alors, on arrive au bout. Dernière question. En préparant l'émission, on s'est rendu compte qu'on connaissait finalement très peu de choses sur vous.
C'est une volonté délibérée de votre part d'être secret? Ah non, pas du tout. Vous pensez que les leaders syndicaux vont devoir peut-être un jour faire la une de Paris Match, Gala, comme certains politiques? Particulièrement. Non, j'y tiens pas particulièrement. Jardin secret. Non, attendez. Faire venir des adhérents? Ouais, non, mais attendez, oui, bon, ça peut les faire venir ou les faire partir, ça on sait jamais avant. Hein, ça, ce genre de choses. Mais non, écoutez, j'ai une fonction qui est secrétaire général de FO, ma vie privée, c'est ma vie privée. Et chacun mène sa vie privée comme il l'entend. D'accord, donc c'est volontaire, d'accord. Merci Jean-Claude Mailly. Alors on va recevoir maintenant une personnalité qui a été beaucoup vue sur papier glacé. Il s'agit de la navigatrice Maude Fontenoy. Mais juste avant, on regarde un extrait du document Home de Yann Arthus Bertrand, puisque Maude Fontenoy s'est beaucoup impliquée dans les questions de protection de l'environnement. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Maude Fontenoy, bonjour. Bonjour. Alors après l'audience record de ce film dont on vient de voir un extrait Home, après le succès des listes écologistes aux élections européennes, les défenseurs de l'environnement apparaissent comme de nouveaux héros. Alors vous qui êtes porte-parole des Journées de la mer, ambassadrice de l'UNESCO pour la Journée mondiale de l'océan, est-ce que vous revendiquez ce statut ? Non, je suis très contente que Home ait fait un grand succès parce que ça montre que tout le monde est très mobilisé sur ce thème. C'est-à-dire qu'on a tous conscience aujourd'hui qu'on a un fort impact sur la planète et qu'il va falloir faire quelque chose. Et c'est vrai que c'était exceptionnel de voir ce film diffusé dans 127 pays en même temps. C'est-à-dire que ça a mobilisé pas seulement nous les Français. On est toujours en train de se dire, mais attends, moi, est-ce que je vais faire quelque chose? Finalement, est-ce que les Chinois ou ailleurs... Eh bien, le film, il a été diffusé dans 127 pays. C'est-à-dire, il y a des millions de personnes partout. Et vous là-dedans, justement, vous revendiquez quoi? Je sais pas si c'est une question de revendication. Je crois que c'est une question... Vous, ici, dans cette émission, vous parlez là, maintenant, d'écologie. Ça veut dire que ça vous touche, c'est un sujet qui vous concerne. Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on mobilise le maximum de personnes. Parce que moi, je pense que ça sera de la base que partira les meilleures initiatives. Et j'ai toujours en tête cette phrase de Coluche qui dit « Il suffirait que les gens l'achètent plus pour que ça se vende pas ». C'est-à-dire que c'est à nous de faire modifier l'offre. Alors, Maude Fontenoy, vous dites justement que beaucoup de gens sont mobilisés. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnalités qui parlent d'environnement et de protection des océans. Il y a Nicolas Hulot, il y a, on l'a vu, Yann Arthus Bertrand. Vous allez trouver la question provocante, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de conformisme aujourd'hui à parler de tout cela? Est-ce qu'il n'y a, c'est pas un petit peu dans l'air du temps? Ouais, je pense que c'est vraiment pas dans l'air du temps, mais en tous les cas, c'est vraiment urgent aujourd'hui d'agir. Donc le plus nombreux on sera, le mieux ça sera. Il y a également un film qui va sortir de Jacques Perrin qui sera uniquement consacré aux océans au mois d'octobre. J'ai hâte de le voir parce que l'océan, pour moi, c'est les ressources, les énergies de demain, c'est les solutions pour notre survie. On a surexploité la Terre aujourd'hui. On va devoir trouver des ressources ailleurs et c'est la mer, je pense, qui va nous les offrir. Les océans sont restés muets trop longtemps. Aujourd'hui, ils ont quelques porte-paroles, en tous les cas, ils ont quelques voix audibles et j'espère que ça permettra de les sauvegarder un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Vous dites qu'il faut toucher aujourd'hui la base, la société, les gens, tout le monde. Comment vous vivez cette protection de l'environnement au jour le jour dans votre vie quotidienne? Par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de faire un geste spécifique pour la Terre, pour l'environnement? Alors c'est vrai que vous déplacez tout simplement dans Paris, peut-être par exemple. Alors vous le dites, oui, il faut toucher tout le monde. C'est vrai que moi, ma vocation aujourd'hui, c'est de faire connaître la mer. Aujourd'hui, il y a une grande fête de la mer dans toute la France. C'était la Journée mondiale des océans lundi. Il y a une semaine qui est la première semaine de la mer qui a été lancée par Jean-Louis Borloo et qui va permettre à tous les Français, partout en France, de fêter la mer. On a fait des événements sur Paris, mais on en fait partout ailleurs. Il y a eu des événements de dépollution, des événements de nettoyage des plages, des événements de portes ouvertes sur les bateaux de la marine, sur les bateaux des plaisanciers. Ouais, ça, c'est des actions de sensibilisation, c'est très bien, c'est très important aussi au niveau de l'information, mais dans la vie au quotidien. Voilà, tout à fait, vous avez raison, parce que
ce qui est important pour que tout le monde comprenne bien, c'est que quand on parle de la sauvegarde des baleines et des dauphins, quand on parle de la fonte des glaces, quand on parle du fait qu'il reste que 20-25 000 ours polaires seulement... Ça part de petits gestes quotidiens. Ça part de chez nous. Alors lesquels, Maud Fontenot, par exemple? C'est parce que les gens s'identifient beaucoup à vous, vous êtes très populaire. Quels gestes que vous faites, vous? Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Par exemple, dans les moyens de transport. Aujourd'hui, il faut qu'on se transporte différemment. C'est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Il faut essayer de prendre au maximum ses pieds quand on peut. C'est d'ailleurs très bon pour la santé. Et vous le faites? Le vélo, bien évidemment que je le fais. Moi, c'est normal que je le fasse. Moi, c'est tous les jours. Quand on a été en bateau, qu'on a croisé des nappes d'hydrocarbures, qu'on a croisé des sacs plastiques, des bouts de polystyrène au large de l'Antarctique, là où il y a que les baleines et les albatros qui vivent, je peux vous dire que quand on vient sur Terre, forcément qu'on fait ces gestes-là, parce qu'on est convaincu. Là où il faut que les gens réagissent, c'est si loin pour faire ces gestes. Il faut aller si loin en mer. Mais pour voilà, faire ces gestes c'est la bonne question. Est-ce qu'il faut aller si loin en mer? Mais c'est vrai que parfois on entend, mais oui, ça nous aide. Bien sûr qu'on a un avantage sur tous les autres. Quand on a passé 5 mois de sa vie sur un bateau à vivre de rien, avec les panneaux solaires, les éoliennes, de la nourriture lyophilisée, le désalinisateur qui tombe en panne, de boire de l'eau de mer et son urine pour survivre, forcément que quand on revient, on achète une voiture hybride, on met des ampoules basse consommation chez soi et on mange de la nourriture bio. Pour tous ceux qui n'ont pas fait ce que vous avez fait, et pour tous ceux qui n'ont pas vécu ces aventures assez extraordinaires, est-ce que vous pensez quand même que les gens aujourd'hui, en plus on est dans un contexte économique, social très particulier, est-ce que vous pensez que la société est prête à faire des efforts de sobriété? Moi, je pense vraiment que tout le monde est prêt. Et c'est pour ça qu'il y a eu plus de 8 millions de personnes, près de 9 millions, qui ont regardé le film Home. Parce qu'on a conscience aujourd'hui que c'est plus qu'une question de sauver les poissons volants, même si ça fait sourire et ça plaît beaucoup aux enfants. C'est une question de sauver l'homme, notre santé à nous, les produits que nous mangeons. Quand je parle de la pollution marine, c'est parce que les océans nourrissent près de 2 milliards de personnes quotidiennement. Aujourd'hui, on est en train de surexploiter la mer et on est en train de la polluer. La pollution chimique, elle revient dans nos assiettes, elle revient dans nos poissons. Alors justement, vous parliez de protéger la mer, l'océan qui va être la ressource dans laquelle on va puiser demain. Est-ce qu'il y a une mesure, pour vous, une mesure phare, une mesure emblématique qu'il faudrait adopter tout de suite pour protéger la mer et les océans ? C'est une question complexe. Vous savez, aujourd'hui, il y a le Grenelle de la mer. Le Grenelle de la mer, c'est pas la fête de la mer, c'est des groupes de travail. C'est 4 groupes de travail qui rendent leurs conclusions cette semaine. Sur plusieurs semaines. Absolument, plusieurs mois. Ce sont des scientifiques, ce sont des experts, ce sont des politiques, ce sont des ONG qui vont déterminer une politique maritime pour la France. Aujourd'hui, je pense qu'une des priorités pour moi, c'est qu'on surveille plus activement la mer. On ne contrôle pas du tout les océans. On parle beaucoup de gaspillage au niveau de la pêche, puisque 20 à 70% de tout ce qu'on pêche est rejeté à la mer parce que ne correspondons pas au quota, parce qu'on est détruit souvent par ces filets qui ramassent tout, qui raclent tout. Mais on ne parle pas de la pêche illicite. Aujourd'hui, il nous faudrait des casques bleus de la mer, ou en tous les cas des sentinelles de la mer, et j'espère que ça sera l'une des propositions du Grenelle de la mer. Mais ça n'inquiète pas les pêcheurs, ça vous parlez bien de la pêche illicite, parce qu'on sait bien que la pêche aussi permet de faire vivre des milliers, des millions de pêcheurs. Mais absolument, la pêche, elle fait vivre des millions de gens, mais aujourd'hui, on doit préserver de façon peut-être plus intelligente sur les océans. On gaspille énormément. Et on pense aux pêcheurs, forcément qu'on pense aux pêcheurs. Juste un exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, que je connais bien parce que je suis partie à la rame de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y avait la pêche à la morue, qui a fait vivre pendant des siècles des pêcheurs qui vivaient là-bas. On a arrêté cette pêche à la morue il y a près de 20 ans environ. La morue n'est jamais revenue parce qu'on avait tellement tout ramassé que c'est une autre espèce qui a pris sa place. Et bien justement, les pêcheurs aujourd'hui, ils ont subi cette conséquence. Et il n'y a plus personne qui peut vivre de la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous vous rendez compte le problème? Et c'est pour ça que, en conséquence, là, qu'est-ce qu'on va faire sur la Méditerranée? Il y a un problème avec le thon rouge. On parle tous du thon rouge. Alors on pense aux pêcheurs. Forcément, je suis la première à penser aux pêcheurs. Moi, j'ai été élevée en Bretagne avec ce milieu. Forcément que je pense à ces générations qui ont besoin de vivre de la mer. Aujourd'hui, le thon rouge, il n'y en aura plus dans 3 ans. Il n'y aura plus de thon rouge. Mais ce qu'il faut faire comprendre au grand public, c'est que le thon rouge, on aura tout prélevé. Il ne reviendra pas. Ça va se passer comme pour la morue à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est-à-dire que on aura tellement tout enlevé des petits poissons, c'est-à-dire qu'ils vont plus se reproduire. Et c'est-à-dire qu'on ne pourra plus vivre. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, à Monaco, par exemple, le prince de Monaco, il a interdit toute vente de thon rouge dans les restaurants, dans les supermarchés. On ne peut plus en consommer. Faut-il prendre des décisions comme ça? Je pense qu'il va bientôt falloir. Et vous pensez que le gouvernement français, justement, va assez loin? Je pense qu'aujourd'hui, on va tous dans le bon sens et que la France est un exemple. Dans le bon sens, mais on mange du thon rouge et dans 3 ans, vous dites qu'il n'y en aura plus. Alors, est-ce que vous en mangez? Moi, j'en mange pas, par exemple. Vous voyez? Je pense que ça viendra. Plus, depuis un certain temps, depuis que vous avez pris conscience. Bien évidemment.
Mais je pense qu'aujourd'hui, ça passera par nous. C'est-à-dire que c'est que par nous. Est-ce que c'est pas au gouvernement de prendre aussi des mesures fortes? Je pense que nous, quand on est dans un restaurant, on peut dire, bah non, je préfère pas en prendre. Et puis le restaurant, quand il verra que plus personne lui demande du thon rouge, il n'en achètera plus. Et je pense aussi qu'il faut les gouvernements, et je crois beaucoup dans le sommet de Copenhague qui va avoir lieu début décembre, qui va être l'après-Kyoto, qui va prendre des décisions globales au niveau planétaire sur justement cette meilleure gestion des ressources. Alors l'important, Maud Fontenoy, c'est l'avenir et c'est donc les enfants. Votre fondation, qui s'appelle Maud Fontenoy, vise à sensibiliser les enfants à la protection des océans. Vous les rencontrez, j'imagine, très souvent pour parler de ça avec eux. Comment ils perçoivent la mer? Comment ils vous en parlent? Est-ce qu'ils ont peur de la mer? Pour eux, c'est un danger? C'est quoi? Alors c'est une bonne question parce que pour moi qui ai pu voir des écoles en métropole et voir des écoles ailleurs, notamment parce qu'il y a 15 jours j'étais au Maroc, alors quand je vais voir les classes ici, alors ils sont très informés parce que on a cette semaine distribué dans les 55 000 écoles primaires de France un kit pédagogique. Ça permet, on a réalisé ça avec l'UNESCO, avec l'IFREMER, les scientifiques, ça permet aux enfants partout en France et en Outre-mer de travailler sur le thème des océans. Qu'est-ce que ça veut dire que acidification des océans? Pourquoi est-ce que l'oxygène que l'on respire provient de la mer? Pourquoi? Tout ça, les enfants, déjà? Et alors, on se rend compte que les enfants sont plus informés que ce qu'on imagine. Alors, pour la plupart des gens, les océans, ça reste l'endroit où on passe ses vacances. En juillet, en août, on se trempe les pieds dedans. On connaît très peu, finalement, de cet environnement maritime. Alors, c'est pour ça que nous, on travaille à l'éducation. Le grand public, mais d'abord les enfants, qui sont les futurs ambassadeurs, chefs d'entreprise, hommes politiques, décideurs, journalistes, qui parleront ensuite de cette cause qui est fondamentale pour notre survie. Et puis quand on va ailleurs, quand on sort, j'étais donc au Maroc il y a 15 jours, je parle de la même chose aux enfants, je leur dis, mais est-ce que vous pensez qu'au large de l'Antarctique, là où on parle des manchots et des baleines, est-ce que là-bas, il y a des sacs plastiques et des bouts de polystyrène? Mais quand je pose ces questions, là, dans mes cités de la Pierre-Collinet à Meaux, les enfants, en masse, lèvent la main en disant, oui, la pollution, elle va partout parce qu'elle est vent, parce qu'elle est courant, parce que forcément, tout communique. Eh bien, quand on pose la même question au large de Casablanca, ou en tous les cas sur les plages de Casablanca qui sont joncelées de déchets, non, on dit, bah non, la pollution, elle reste chez nous. Oui, ils ont l'impression quand ils jettent une bouteille de plastique à la mer, elle va se retrouver à l'autre bout de la terre. On n'a pas l'impression ici à Paris que quand on jette nos mégots dans le caniveau, ça va rejoindre des rivières et des fleuves et ça va polluer nos mers. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail d'éducation fondamental à faire et dès le primaire à l'école. Maud, vous qui traversez les océans, les mers depuis tant d'années, d'abord avec vos parents et puis après en solitaire, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez vu les océans se dégrader, mais qu'est-ce qui vous a le plus frappé, notamment récemment peut-être ? Disons que la pollution visible, elle est terrible parce que quand on rencontre, vous imaginez, vous êtes dans un tout petit bateau à rame, vous rencontrez des cétacés qui mesurent 4 fois la taille de votre bateau. Vous êtes au milieu d'un environnement naturel mais exceptionnel. Il y a beaucoup de poésie, d'inspiration aussi pour les artistes dans ce milieu maritime dont on parle pas assez. On tombe sur quoi? Et puis on tombe sur des nappes d'hydrocarbures. Il y a 8 dégazages sur 10 qui sont volontaires pour économiser le prix du pompage quand on arrive au quai. Quand on est en Méditerranée, que je connais bien parce que j'habite à Marseille, il y a 70 ERICA par an de dégazage. Vous vous rendez compte les dégâts que ça fait? C'est une mer fermée aujourd'hui qui est surpolluée. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le milieu marin? C'est terrible. Et le cycle de l'eau, tout ça communique et revient chez nous. Notre santé à nous. Alors vous parliez de vos traversées. On rappelle que vous avez fait la traversée de l'Atlantique et du Pacifique à la rame. Vous aviez également fait le tour du monde à l'envers, même si votre parcours à l'époque n'avait pas été homologué, ce qui avait suscité un petit débat. Aujourd'hui, est-ce que vous vous fixez de nouveaux défis, de nouveaux objectifs en tant que navigatrice ? En tant que navigatrice, je navigue toujours parce que quand on navigue à la voile, on pollue pas du tout et que ça vous aère bien la tête. Je pense qu'on a besoin de revenir à un essentiel. Vous revenez sur des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous? Mais il faut qu'on revienne à des recettes de grand-mère, à revenir à un essentiel. Le bonheur s'achète pas dans les rayons de supermarché. Il faut qu'on revienne à une cause. Plus de sobriété, c'est ça? Plus de sobriété. Ouais. Mais pour notre équilibre personnel aussi. On n'est jamais aussi heureux parfois que dépossédé de tout, au cœur de la nature. On est tous en train de se gorgé d'énergie quand on va passer nos vacances, parfois un petit peu à la montagne, parfois un peu à la mer, parfois dans le milieu naturel. On a besoin de ce contact avec la nature. En termes de mentalité quand même. Disons que ça va, aujourd'hui on est un peu dans la surconsommation, mais je crois qu'on prend conscience qu'il va falloir agir différemment et je crois qu'on est prêt pour ça. C'est pour ça que le bio notamment se développe. Mais Maud Fontenoy, on l'entend, c'est un discours qui nous touche et qui touche beaucoup de gens, mais est-ce qu'aujourd'hui... Quand il y a des gens dans une situation difficile, en crise, en détresse sociale, est-ce que ça peut vraiment les toucher, ce genre de discours? Quand vous dites plus de sobriété, quand il y en a qui n'ont pas le choix. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de laisser une planète saine à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on pense d'abord à notre avenir et à celui de nos enfants. Et on va devoir agir pour eux. D'autre part, aujourd'hui, on pense à notre santé. Il y a 7 fois plus de maladies respiratoires, 4 fois plus de maladies d'asthme. On a un vrai problème de pollution des eaux, donc de notre nourriture.
Aujourd'hui, il faut juste consommer mieux. Et je vous assure, ça ne coûte pas plus cher de prendre une pomme qui a été produite localement, qui a donc moins émis de CO2 qu'une pomme qui provient de l'autre bout du monde, d'Afrique du Sud ou d'ailleurs, et qui est venue par avion. Aujourd'hui, il faut juste consommer différemment. Peut-être un peu moins de viande, qui est une grosse émettrice, on l'a vu dans le film Home, de CO2. Peut-être un peu plus de fruits, de légumes. Ça coûte pas forcément plus cher. Des choix à faire. Vous êtes très engagé, on le sent, hein, dans vos paroles, dans les livres que vous sortez, que vous publiez. Pourquoi ne pas vouloir faire de la politique finalement pour porter cet engagement et essayer de peser sur les débats, sur les actions, sur les lois? Vous avez raison, il y a plusieurs façons d'agir. Voilà. Encore une fois, moi je pense qu'aujourd'hui vous faites votre rôle. Moi je le fais dans le cadre du porte-parole pour l'UNESCO et pour le réseau Océan Mondial. Dans ma fondation, j'emmène naviguer des enfants toutes les semaines sur mon bateau pour leur faire découvrir le milieu marin. Il y a Jean-Louis Borloo, Chantal Joanneau qui font un travail d'exception aussi au ministère de l'écologie. Il y a besoin de tout le monde. Chacun à sa place, certains à certaines époques de sa vie. Aujourd'hui je suis très efficace, en tous les cas très engagée dans ce que je fais au quotidien. Voilà. Mais la politique dans le gouvernement, parce que vous avez dit très proche de l'UMP et de Nicolas Sarkozy à une époque, même sur le point d'entrer au gouvernement. Parmi les politiques, quels sont ceux qui défendent le mieux vos idées aujourd'hui? Sincèrement, je viens de citer Jean-Louis Borloo et Chantal Joanneau. C'est les plus concernés parce que c'est eux qui sont... Ça veut dire l'UMP alors? Ah ben ça veut dire l'UMP. Non mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui dirigent ce ministère qui est en train de mettre en place des règles du Grenelle de l'environnement, des règles du Grenelle de la mer. Donc forcément qu'aujourd'hui c'est eux qui actent. Mais vous voulez peut-être me lancer sur le débat de l'Europe. Et l'Europe aujourd'hui aussi. Vous étiez contente du score, je suppose, Europe Écologie? Très heureuse qu'il y ait une mobilisation commune. Encore une fois, mobilisation du grand public, mobilisation des politiques, mobilisation des ONG. Il faut juste qu'aujourd'hui on pense un peu plus à la planète. Alors il y en a un peut-être, Maud Fontenoy, qui a une position plus nuancée sur le réchauffement climatique, on va en parler, c'est Claude Allègre qui va peut-être, on n'en parle plus beaucoup, mais faire son entrée au gouvernement. Est-ce que vous pensez, comme Nicolas Hulot, que ce serait un bras d'honneur fait aux scientifiques? Alors, je vais vous répondre simplement que c'est pas moi qui décide, que c'est le président de la République quel signal ça donnerait pour qui vous décide de qui rentre ou pas, et que c'est un faux débat.